Le match dans le match reçoit ce soir un confrère journaliste spécialisé des sports de combat. Il était au commentaire du Golden Challenge, tournoi de boxe thaïlandaise qui a eu lieu le 14 décembre et qui sera diffusé sur TV Monaco le 9 janvier prochain. Kamel Kemili est avec nous ce soir. Bonsoir Kamel. Bonsoir Mathieu. Première question, on en avait l'habitude dans le match dans le match. Comment allez-vous? Très bien. Sur cette belle ville de Monaco, tout va très bien. Et vous avez passé un excellent moment, je suppose, le 14 décembre. Je m'en remets à peine. Kamel, pour ceux qui ne vous connaissent pas trop, parlez-nous un petit peu déjà de votre parcours et d'où vient votre passion pour les sports de combat. Eh bien, sûrement de ma génération. On a grandi avec des films de kung-fu, avec Jean-Claude Van Damme. On a tous été, enfin beaucoup dans ma génération, et je dis tous parce que finalement, entraînant avec les combattants depuis 25 ans à peu près, ils ont tous aussi été influencés. Eux se sont orientés vers la pratique, et moi, je me suis orienté vers une autre façon de vivre de cette passion en la mettant en avant. Jamais de pratique de votre côté? À titre loisir, mais jamais de compétition, non. D'accord. Et après, comment ça s'est traduit dans vos études et par la suite Par un décrochage. Alors, je faisais des études, ouais, j'ai très vite voulu travailler dans ce milieu-là, être au contact des boxeurs, en fait vivre de ma passion, d'avoir cette impression de ne pas travailler en me levant le matin parce que j'allais faire quelque chose qui était une des choses que je préférais dans la vie. Donc il a fallu savoir quoi. Alors j'aurais pu choisir champion, mais c'était pas garanti. Et je me suis dit que le meilleur moyen, finalement, la meilleure place dans une soirée de boxe, celle où on est à la fois le plus près et où on risque le moins de coups, c'est le poste de commentateur. Alors je me suis orienté vers ça. Mais au début, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas de chemin en vérité pour ça. On peut faire une école de journalisme, on ne sera pas pour autant un bon commentateur. On peut faire une école de journalisme, être un bon commentateur et pour autant ne pas se voir affecter la responsabilité de commenter des grosses soirées. Donc c'est un pari qu'il faut prendre. Et puis des rencontres, être au bon endroit au bon moment et faire ses preuves quand on vous le propose m'a permis pendant plusieurs années d'avoir vraiment des très très beaux galas à commenter. Ouais, donc vous avez très rapidement été un spécialiste de sport de combat, de boxe et commentateur aussi, donc très rapidement. Oui, j'ai été spécialiste avant d'être commentateur, c'est-à-dire que j'aurais pas eu la folie de me jeter à l'eau, même si un inconscient m'avait donné un micro. J'ai une espèce de lucidité qui fait que je veux avoir quelque chose à dire derrière ce micro, donc j'ai d'abord travaillé le fond, la matière, la forme, parce que je faisais des études de droit, donc au niveau de l'élocution, au niveau du vocabulaire, je pense que je dois m'en sortir avec la moyenne, donc je savais qu'en agglomérant les deux et après avec de l'expérience, de la pratique, j'allais pouvoir m'en tirer un petit peu. Quels étaient vos modèles quand vous étiez jeune? Ils étaient forcément les journalistes de Canal+, parce que quand je vous dis les films, on passe ensuite des films au vrai combat, et on est déçu d'ailleurs, parce que quand on regarde un Rocky, ou quand on regarde un film de Jean-Claude Van Damme, et qu'on voit ensuite un vrai combat de boxe, qui soit anglaise ou kickboxing, c'est pas cinématographique, c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes bruits des impacts, c'est pas scénarisé. On peut dans un premier temps être déçu, mais il se trouve que quand on s'y intéresse, ce qui m'est arrivé moi à l'occasion d'un combat en 1992, qui est sans doute un des plus grands combats de poids lourds de l'époque, Holyfield Bowe au numéro 1, je me suis rendu compte que les vrais combats étaient encore plus intéressants, plus vibrants, qui comportaient plus de suspense qu'une version scénarisée d'Hollywood. Et aujourd'hui, vous avez toujours des modèles dans les sports de combat, des boxeurs que vous admirez? Déjà tous, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas eu le courage d'enjamber les cordes d'un ring ou de passer les grilles d'une cage. Donc j'ai de l'amour, j'ai de l'affection et j'ai surtout du respect et de l'admiration pour les combattants. Il y a des disciplines que vous suivez plus que d'autres? Les principales, c'est en fait pour moi c'est les sports de ring ou de cage. C'est-à-dire que tout le monde vous dira, enfin beaucoup de pratiquants vous diront que le ring ou la cage, aujourd'hui il faut inclure la cage à chaque fois, il y a quelques années je vous aurais dit uniquement le ring, mais c'est le moment de vérité en fait, c'est celui où on peut pas trahir, c'est celui où on va savoir qui est le plus fort, si on oppose deux athlètes, on va savoir quel est le style le plus fort, si comme dans les débuts du MMA on oppose deux styles de combat différents, la vérité c'est le verdict du combat. Comment on explique justement cette percée du MMA qui, à une époque, on n'aurait jamais pensé voir un tel sport peut-être débarquer en France et qui s'est imposé petit à petit jusqu'à maintenant rentrer dans les mœurs du sport de combat? Mais en vérité, dès le début, moi je me suis intéressé au MMA dès ses débuts. Le premier UFC c'était 1993 aux États-Unis. Il y avait déjà aussi en parallèle au Japon d'autres compétitions. Au Brésil aussi, il y avait Vale Tudo. Au Brésil, il y avait le Pancrase, Rings au Japon. Tout a émergé à peu près au même moment.
Et moi, j'ai été fasciné immédiatement. Et je pense que la nature humaine est forcément captivée par ce genre de sport. Parce qu'en vérité, même dans les autres sports, c'est une confrontation qu'on va chercher. C'est qui est le plus fort. Bien sûr. Qui est le plus fort au tennis, avec une petite balle, qui est le plus fort au ballon, enfin au foot avec une grosse balle. Mais en vérité, on veut savoir toujours la réponse dans un sport, c'est qui est le plus fort. Et là, on est à l'essence même de qui est le plus fort et de la force. C'est le sport de combat. Et juste, je précise, parce que tout à l'heure, j'ai pas terminé ma réponse, c'est Canal+. Honnêtement, années 90, l'exposition que donne Canal+ au sport de combat, alors d'abord à travers la boxe, et c'est des années tellement belles, il y a des immenses champions dans différentes catégories, il y a des Hagler, des Tyson, des Oscar de la Hoya, enfin vraiment, il y a de quoi créer plein d'histoires, plein de feuilletons, plein de rebondissements. Et puis, Canal+, par l'intermédiaire de son patron des sports de l'époque, Charles Bietri, est un passionné de sport de combat et lui ramène sur sa chaîne le pied-point. Et à partir du moment où on nous sert du très beau pied-point à 20h45 juste après Nulle part ailleurs, bah on reste et on regarde. Quel est le plus grand boxeur que vous ayez eu la chance de commenter? On sait que les commentateurs ont souvent un match référence, un combat référence, un combat qui a marqué leur carrière. Franchement, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs, vraiment. Et pour ça, il faudrait me demander français ou étranger. Peut-être français d'abord. J'ai une tendresse, un amour et une admiration particulière pour celui qui m'a accompagné au micro pendant des années, qui est mon ami depuis 25 ans et qui s'appelle Kamel Djemel, et qui a été tout ce qu'un champion pour moi devait être, c'est-à-dire à la fois champion sur le ring et en dehors du ring. Quelqu'un d'intraitable sur le ring, une boxe extrêmement télévisuelle, explosive, rapide, complète, et puis en dehors du ring, quelqu'un d'abordable, d'humble, de respectueux. C'était l'idée que moi je m'en faisais à une époque. Aujourd'hui, on parle beaucoup de trash talk dans les sports de combat. Je vous avoue que c'est pas trop ma tasse de thé. Je comprends la nécessité commerciale de faire ça, mais mon cœur balancera toujours plus pour le champion qui parle pas et qui fait ses preuves sur le ring. Et sur un combat international? Alors, sur un combat international, pas forcément. Alors, ça dépend des disciplines. En anglaise, j'ai pas eu l'occasion de commenter de grands combats, mais j'ai été admiratif des Tyson, puis après des Holyfield, des De La Hoya. En pied-point, je vous dirais que Jérôme Le Banner, c'est quelque chose quand même. Le poids lourd français Jérôme Le Banner a grandement participé à l'essor des disciplines pied-point parce qu'on avait notre Tyson à nous. Oui, c'est quelqu'un qui a marqué toute une génération, Jérôme, et qui continue de marquer. C'est ce que j'allais vous dire jusqu'à aujourd'hui. Il est figure de proue d'une grande organisation de MMA. Et pour vous raconter une petite anecdote, c'est un regret que j'ai. Dès le début des années 2000, j'avais envie de ramener Jérôme au MMA. Mais le MMA était très peu médiatisé, très peu apprécié aussi. C'était un autre MMA, il s'appelait pas MMA, d'ailleurs il s'appelait Free Fight, combat libre. Et pour le lancer, on avait surfé sur une idéologie qui était que tous les coups étaient permis. Alors ça a attiré une partie du public qui s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette barbarie, qui est venu voir. Par contre, ça en a repoussé une autre qui s'est dit mais alors c'est pas un sport si tous les coups sont permis. C'est vrai que si tous les coups avaient été permis, c'est pas un sport. En l'occurrence, dès le début, beaucoup de coups étaient autorisés, mais pas tous. Et puis après, on en a retiré vraiment, on a retiré tout ce qui était dangereux, on l'a épuré, amélioré, upgradé, et aujourd'hui c'est un sport à part entière. Kamel, vous qui avez commenté depuis tant d'années, comment vous voyez l'évolution de ce sport, de ces sports même de manière générale? Ils sont en train de prendre la place qu'ils méritent. Aujourd'hui, très sincèrement, alors je vous dis ça, en même temps à l'époque sur Canal+, on avait un peu des chiffres, et je sais que les plus grosses audiences, après les soirées de football, qui est le sport roi et qui à l'époque l'était encore plus, les meilleures audiences, c'était justement les soirées de boxe, et particulièrement les soirées de boxe pied-point, qui souvent étaient devant les soirées de boxe anglaise. On a souvent tendance à se dire que les autres vont penser comme nous. Moi, ça m'a séduit. J'imaginais que pour les autres, ça allait être pareil. Il y a une espèce de dramaturgie dans les sports de combat. On dit du chaos, par exemple, que c'est la petite mort. Quand on assiste à quelqu'un qui sur un ring ou dans une cage qui se fait mettre KO, c'est dramatique. Y compris pour celui qui met KO. Y compris pour celui qui met KO, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui culpabilisent d'avoir passé des gros KO. On le voit, dès que le KO est arrivé, l'arrêt du combat est prononcé. 99% des combattants vont courir. Leur première action, c'est d'aller voir leur adversaire et de s'enquérir de leur santé immédiatement. Kamel, on va désormais s'intéresser donc au Golden Challenge qui a eu lieu à l'Arena Teddy Riner d'Asnières-sur-Seine en Ile-de-France le 14 décembre, qui sera diffusé, on le rappelle, sur TV Monaco le 9 janvier à 22h. C'était un bel événement? Magnifique, comme toujours.
Racontez-nous un petit peu la soirée, l'ambiance sur place, comment ça s'est passé? Alors l'ambiance, elle est décuplée parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de pénurie un petit peu de grandes organisations pied-point. Le pied-point a eu 2 âges d'or, les années 90 avec le soutien de Canal+, et puis dans les années 2010, de 2010 à 2020 jusqu'au Covid qui a marqué un petit peu un coup d'arrêt pour ces disciplines. On avait tous les éléments, un grand diffuseur, Canal dans les années 90, RMC Sport dans les années 2010. On avait des très bons organisateurs qui, pour la plupart, avaient déjà été combattants et qui donc arrivaient avec un bagage complet. Ils savaient exactement ce qu'il fallait faire, les erreurs qu'avaient pu commettre des organisateurs novices. Eux ne les ont pas reproduites. Ils ont mis en avant les athlètes. Ils ont su faire des bons matchmaking. Ils ont su donner au public les affiches qu'ils réclamaient, qu'ils attendaient. Et à partir du moment où tout a été réuni, les années 2010, elles ont été magnifiques. Le Golden Fight faisait déjà partie de ces très belles organisations qu'on avait sur la chaîne. Et puis, comme je vous disais, avec le Covid, il y a eu pas mal d'hécatombes. Beaucoup de promoteurs avaient lancé des organisations cette année-là, en 2020, sont pas rentrés dans leurs sous, ont été effrayés ensuite avec les deuxième, troisième confinements. Donc, il y en a beaucoup qui ont raccroché. Et puis, les 3 organisateurs du Golden Fight, qui sont Lassen Briggy, DJ Nono et Rémi Van Linden, eux sont revenus quand tout s'est calmé et nous ont reproposé un gala de même niveau. On va rentrer un petit peu dans le détail du programme qui va attendre les téléspectateurs de TV Monaco. Avec peut-être d'abord, il y a une grande finale qui a lieu à ce Golden Challenge. C'est la finale du Blind Battle. Exactement. Peut-être on va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est ce tournoi de Blind Battle. On rassure les gens, c'est pas un combat d'aveugle. Non, c'est pas du handisport. C'est un tournoi. Il est normalement quand il y a un tournoi ou quand il n'y a pas un tournoi, on sait l'adversaire qu'on va affronter. Mais même dans un tournoi, on a les tableaux avant, on sait qui on va affronter, un peu comme en Champions League, on sait quand on est dans une équipe quelle équipe on va rencontrer dans sa poule. Le Blind Battle, la bataille à l'aveugle, a proposé un ingrédient supplémentaire de suspense, puisque les oppositions étaient tirées au sort le soir même. La soirée commence par la présentation des combattants sur le ring. On tire au sort les adversités, puis ils repartent dans leur vestiaire. Cette fois, ils ont le nom de leur adversaire en tête, mais il y a très peu de temps pour s'y préparer. Et donc, il faut s'adapter. Là, ça demande une capacité d'adaptation énorme, du coup. Oui, il faut s'attendre à tout. On peut pas, vous savez, comme quand on bachote, on se dit bon, c'est ce sujet-là qui va tomber, je mets de côté les autres. Mais là, vous êtes obligé de réviser tout le programme. Donc il y aura une belle finale entre Daniel Djiba et Dean Ben Sedira, 2 gros palmarès, j'ai cru comprendre, un qui est quand même double champion d'Europe et un autre champion d'Europe et quadruple champion de France. C'est 2 beaux palmarès qui vont s'affronter. 2 beaux palmarès, 2 générations. Daniel Djiba, figure d'ancien par rapport à Dean Ben Sedira qui, même s'il a un palmarès étoffé, est un peu novice sur le circuit. Et puis, alors c'est la seule, évidemment, la finale, c'est la seule opposition où on savait à l'avance qui allait rencontrer qui, mais ils ont bel et bien passé les épreuves et les tours d'avant où ils ont joué ce jeu-là d'affronter un adversaire à l'aveugle. Il y a un autre conflit générationnel, on va parler un petit peu des autres combats, c'est celui entre Margot Boulanger et Sonia Choukar. Exactement, alors les 2 se connaissent. Ce qui est assez marrant, c'est moi je m'entretiens beaucoup avec les combattantes et les combattants. Je pars du principe que on apprécie encore plus un sport quand on connaît la vie, le caractère, la personnalité des protagonistes. Parce qu'en plus, dans ces milieux-là, c'est souvent des parcours un peu difficiles pour enjamber les cordes d'un ring et prendre des coups. Il faut en avoir pris d'autres en fait dans la vie et ne plus avoir peur de cela. Ce qui fait que la plupart du temps, c'est des personnalités vraiment attachantes et atypiques. Alors, je m'entretiens avec les combattants, et là, quand je m'entretiens de part et d'autre avec Margot et Sonia, l'une et l'autre me disent qu'elles se connaissent, en fait. Alors, donc, l'ancienne, sans lui faire offense, Sonia a déjà vu Margot, l'a déjà repérée quand elle a débuté à l'âge de 13 ans, et quand Margot débute à l'âge de 13 ans, sa référence, c'est Sonia. Son exemple, son modèle, celle qu'elle veut rejoindre un jour, pas forcément en opposition, mais dans le niveau, c'est elle. Et là, le fait est que leur parcours est amené face à face. Est-ce qu'on peut rapidement peut-être faire un tour des 4 autres combats qui auront lieu, ces 4 autres combats de boxe style? Alors après, on a des super fights. Donc ça, c'est un gros travail des matchmakers. C'est le principal talent des matchmakers réside justement dans la capacité à savoir que dans leur recette, ces 2 ingrédients-là vont matcher.
Et ils arrivent, ceux du Golden Fight arrivent toujours à trouver des oppositions, soit parce que les styles sont opposés, soit parce que les palmarès, les caractères sont opposés. Il se passe quelque chose sur le ring. C'est ce qui va se passer pour la plupart de ces combats. On va garder évidemment le suspense. On a aussi un garçon comme Sofiane Gelab. On était très pressé de le revoir parce que on l'avait suivi déjà au mois d'octobre dans la précédente édition du Golden Challenge. Il avait bénéficié du soutien du public, donc ça ramène toujours un petit peu d'intérêt supplémentaire. On se dit mais pourquoi le public est venu pour lui? Et le gars au mois d'octobre nous a fait un KO au premier round explosif. J'étais très pressé de le revoir samedi dernier. Quel était le combat le plus intéressant? Ils l'étaient tous. Je dirais une mention spéciale, mais je veux pas faire offense aux autres parce que franchement, ils ont tous rempli leur mission. Il y en avait deux en particulier. La finale de Njiba Ben Sedira était évidemment intéressante parce que c'est un feuilleton qu'on suit et qu'on a envie de voir le dénouement de la saison. Je vous dirais qu'Elias Nagy contre Prince Junior était aussi un combat qui m'intéressait énormément. Là encore, c'est un duel de génération. Je crois qu'ils ont presque 10 ans d'écart, 9 ou 10 ans d'écart. Et il se trouve que Prince Junior, qui est luxembourgeois, moi je l'ai vu débarquer, c'était lui le jeune à l'époque. C'était lui qui s'attaquait à ceux qui étaient installés, c'était lui qui arrivait avec l'insouciance, la légèreté. Et aujourd'hui, il fait figure d'ancien. Pour moi, qui de par ma position, mon fauteuil, je suis à l'abri pour l'instant du temps. Je peux commenter 2, 3, 4 générations de combattants. Donc c'est toujours intéressant de voir que le novice est devenu désormais l'ancien, que l'ancien chasseur est devenu le chassé, et de voir comment il réagit. Ce Golden Challenge, c'est le dernier rendez-vous normalement de la saison de Golden Fight. Oui. Ça va marquer la fin de la saison. Quelle est la suite derrière? Alors, ils nous donnent rendez-vous l'année prochaine avec peut-être enfin pas peut-être d'ailleurs, ils sont en train de travailler dessus, une nouveauté. Ils vont s'intéresser, ils vont élargir au MMA aujourd'hui. Parce que c'est des puristes. Il faut savoir que le Golden Fight est organisé par des sociétaires du Derek Boxing. Bien sûr. Le Derek Boxing est un club de boxe thaï de la Courneuve. Il fait partie des précurseurs. Au début des années 80, il a ouvert. Il a cette particularité d'avoir eu tous les champions. Il n'a pas formé tous les champions. Il a formé énormément de champions. Mais tous les autres champions, parce qu'il savait qu'il y avait ce niveau-là, là-bas, pour croiser les gants, pour l'apprentissage. Franchement, 95% de tous les grands champions sont passés par le Derek. Quand je dis passé, c'est pas un après-midi. Ils ont fait plusieurs mois. On peut pas dire qu'ils ont été formés là-bas. Mais en tout cas, ils sont tous passés là-bas. On aura peut-être la chance de vous retrouver sur ces événements du coup. J'espère, oui. Merci en tout cas Kamel d'avoir accepté l'invitation du match dans le match. C'est moi, c'est un plaisir toujours. Et on vous retrouve donc, on le répète, le 9 janvier à 22 h pour le Golden Challenge, tournoi de boxe thaïlandaise qui sera diffusé sur TV Monaco et qui était diffusé déjà le 14 décembre en direct sur Fight Nation. Merci à tous et à toutes pour de nous avoir suivis sur le match dans le match. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Monaco. À bientôt.